enseignement. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des passionnés d'éducation. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir parce que nous avons vraiment l'honneur d'avoir avec nous l'un des pionniers de l'éducation à fort impact. C'est M. Abed Andalussi. Je vous invite, s'il vous plaît, à le rejoindre. Donc, je pense que M. Abed Andalussi, je n'ai pas besoin de le présenter, mais si besoin est... non. Donc c'est vraiment l'un des pionniers, c'est Monsieur Entrepreneuriat au Maroc. Il a fondé de nombreuses organisations, de nombreuses structures d'accompagnement. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut fermer la porte légèrement, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc, c'est vraiment un honneur, une jazz. La liste est trop longue pour pouvoir citer tout ce que vous avez fait pour l'éducation au Maroc à fort impact. J'invite également un évangéliste, quelqu'un qui est tombé très petit dans le domaine de l'éducation, Hamza Dbar. Merci beaucoup. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. J'invite également un professeur-chercheur qui se passionne pour les nouvelles méthodes pédagogiques, les nouvelles façons d'innover dans le domaine de l'éducation. C'est M. Nabil Hilali. Merci à lui également. Je vous invite à rejoindre. Je voudrais également inviter M. Drabi, qui est le directeur de Toulouse Business School, qui a aussi plein de choses à partager avec nous par rapport à l'innovation dans le domaine pédagogique. Et enfin, j'invite M. Hassan Aït Madani à nous rejoindre, qui est lui aussi un passionné d'innovation dans le domaine pédagogique. Il est maintenant consultant chargé de mission, bonjour Hassan, chargé de mission auprès de l'université Mohammed VI, chargé de mission au niveau de l'innovation. Donc merci à... Donc, messieurs, c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous voir réunis parce que nous pensons vraiment que si le Maroc doit évoluer, doit changer, c'est vraiment travailler sur les nouvelles générations. Oui, on peut faire des choses tout de suite, mais si on veut avoir vraiment du beau résultat, il faut préparer les prochaines générations. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites pour encourager l'entrepreneuriat et l'esprit d'initiative. Mais avant de savoir justement ce qui est entrepris, d'ailleurs j'ai hâte que M. Abed Andalussi nous présente son nouveau programme Entrepreneurship Center. Avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais quand même vous entendre pour savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à avoir suffisamment de Marocains qui veulent entreprendre. Tout à l'heure on a vu les chiffres. On est loin en dessous de la moyenne. Et je vous demande s'il vous plaît de ne pas faire trop de bruit. Nous avons vraiment la chance d'avoir des passionnés de leur domaine. Donc si vous avez des téléphones, vous pouvez aussi sortir pour parler. Donc vraiment merci beaucoup pour votre attention. C'est un sujet qui est très très intéressant. Donc je vais donner la parole à M. Abed Andalussi. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque au niveau de l'éducation pour avoir vraiment beaucoup d'entrepreneurs marocains qui ont envie d'entreprendre? Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'esprit d'entreprise. Je pense que l'esprit d'entreprise manque cruellement à nos jeunes. Or, l'esprit d'entreprise, ça se cultive très très tôt. On dit aux États-Unis, entrepreneurs are made and not born. Il y a une organisation qui a vu le jour en 1919 et qui s'appelle Junior Achievement pour l'éducation à l'entrepreneuriat. Et il cible des jeunes à partir de 5 ans, à partir du préscolaire, et commence toujours learning by doing, et c'est toujours encadré par des professionnels de l'entreprise qui viennent passer 1 heure. Bon, au niveau du primaire, c'est 5 heures par 5 heures par semaine. Et donc aujourd'hui, malheureusement,
le système éducatif marocain ne promeut pas suffisamment la créativité, le travail en équipe, la créativité, l'imagination, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un problème d'accompagnement, c'est d'abord un problème de préparation. Et ça, malheureusement, je vous donne un exemple au niveau de l'université. Il y a quelques années, le ministère de l'Enseignement supérieur a pris une décision. Nous allons introduire dans toutes les facultés un module, un élément de module, c'est même pas un module, un élément de module de 30 heures. Et sur l'entrepreneuriat, eh bien, ils ont commencé, ils ont fait appel à l'Organisation internationale du travail qui leur a mis à leur disposition un programme qui s'appelle CLé. Et ils ont commencé, ils ont fait appel aussi à INJAZ. Et à notre grande surprise, après 3 ans, ils ont considéré, ils ont annulé ce module. Donc on a fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui bloque, parce que si nous prenons toutes les initiatives qui sont prises par le gouvernement, eh bien, elles n'ont pas abouti parce qu'il n'y a pas d'esprit. Les jeunes n'ont pas été préparés très tôt à l'acte d'entreprendre. Très bien, merci. C'est une réponse qui est extrêmement précise. Et j'aimerais, parce que c'est vraiment une question très très importante, je ne sais pas s'il y a des compléments, des éléments de réponse que les autres panélistes. Hassan. Alors, bonjour à tous. Pour compléter ce que M. Andalousi a dit, si je peux me permettre, pour moi, si je m'intéresse principalement au système éducatif marocain, le principal frein au développement du mindset entrepreneurial, il est intrinsèquement lié à la formation. Alors, sur le plan quantitatif, la formation n'est pas suffisamment généralisée. La formation à l'entrepreneuriat, je me permets de dire, la formation n'est pas généralisée, elle ne concerne que quelques écoles, quelques universités au Maroc. Et lorsqu'on double-clique dans ces grands établissements, on remarque que l'entrepreneuriat est limité à quelques filières, quelques options seulement, en termes de formation. Ensuite, sur le plan qualitatif, la formation à l'entrepreneuriat telle qu'elle est décrétée dans les universités, lorsqu'elle existe, elle est très focus sur peut-être la culture d'entrepreneuriat et non pas sur les outils, sur les mécanismes légaux, les mécanismes financiers, les mécanismes de montage de projets entrepreneuriaux. Et c'est ça le vraiment qui réside au niveau de la formation, qu'elle soit sur le plan qualitatif ou quantitatif. Principal frein lié à la formation. Très bien. Un autre élément de réponse effectivement très important. Monsieur Delavi, qui a aussi, j'imagine, une réponse. À mon avis, il faut d'abord qu'on parte de quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit avoir pour être entrepreneur, et ensuite voir est-ce qu'on le fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui adore l'ambiguïté, qui n'a pas peur de l'ambiguïté. On dit dans la théorie financière, dans la théorie économique, que les investisseurs sont risk averse. Ils ont de l'aversion de risque. Tout le monde a l'aversion de risque. La différence chez un entrepreneur, c'est que il n'a pas peur. Tout le monde a peur des. Si vous regardez un peu les statistiques de Global Entrepreneurship Monitor, le Maroc est à la traîne par rapport à la région MENA. La région MENA, hein, c'est même pas global, c'est même pas au niveau international. On est à un taux de TI, vous connaissez le TI, Total Early Stage Entrepreneurship. On est à peu près 5% contre 10% de la moyenne de la région. Et on est le plus mauvais élève de la région avec les Émirats Arabes Unis. Si on remonte un peu et on comprend le pourquoi, c'est clairement une façon de ne pas préparer les étudiants pour qu'ils soient des vrais entrepreneurs. Est-ce que le professeur qui enseigne lui-même ses cours, est-ce qu'il utilise des méthodes entrepreneuriales? Je m'explique. Vous avez, ça je l'ai testé dans mes cours, je suis enseignant, vous donnez à des étudiants un exercice, un problème, ils le font, c'est rapide, etc. Ça, c'est du classique, c'est du dry, sec. Par contre, si vous leur dites, faites un projet, et vous posez des questions,
Ils vont aller répondre aux questions du projet. Dans la méthode pédagogique des études de cas, case studies, il n'y a pas de questions. C'est l'étudiant qui doit chercher les questions et il doit apprendre. Donc, on lui apprend à ne pas être structuré dès le départ. Rien n'est structuré pour un entrepreneur. Il doit tout structurer. Si on ne prépare pas l'étudiant pour qu'il soit capable de gérer l'ambiguïté dès son jeune âge, si on lui fait toujours peur, attention, le chômage au Maroc, la culture marocaine, chômage, fonctionnariat, c'est la rente, etc. Si on ne cultive pas la culture de vouloir réussir en tant qu'entrepreneur, pas en tant que fonctionnaire, vous avez une espèce de mismatch entre l'attitude de l'entrepreneur qui doit être self-starter, quelqu'un qui on lui dit pas vas-y travaille, c'est quelqu'un qui va lui-même créer son propre modèle pour démarrer. Il n'a pas besoin d'un manuel d'instruction, il n'a pas besoin d'un user manual, c'est lui qui va le produire. Il n'a pas besoin de règles, c'est lui qui va les faire. Il n'a pas besoin d'un modèle, c'est lui qui va le monter. Il n'a pas besoin de quelqu'un le gère, c'est lui qui doit être self-managed. Il n'a pas besoin d'être dirigé, c'est lui qui va diriger. Tout ça, malheureusement, dans nos approches pédagogiques, on ne le fait pas. Déjà, ajouter à cela, on peut faire même des programmes de création d'entreprise. Je vous assure, vous faites un programme de création d'entreprise, je vous assure que 100% des étudiants ne vont pas créer leur propre entreprise. Ça, c'est connu, c'est dans le monde, c'est comme ça. Ils vont pas tous créer leur propre entreprise. Moi, je pense que le modèle de la pédagogie utilisée, c'est un modèle qui est un peu pas très adapté, je ne vais pas dire archaïque, parce que c'est des choix finalement. Il n'est pas adapté au montage et à la création d'un esprit, mindset, de culture de l'entreprise. Je vais libérer peut-être la parole pour mes collègues, je peux apporter d'autres éléments sur d'autres volets qui sont liés comment de la chaîne de valeur vous avez la valeur, la création de valeur, vendre la valeur, la commercialiser. Et chaque étape, vous avez dans les méthodes pédagogiques, qu'est-ce que vous devez faire? Par exemple, vous demandez aux étudiants de faire un business plan. Je suis sûr qu'ils n'ont pas encore acquis l'esprit d'entreprise, même s'ils le font. Il y a autre chose à faire. Bon, on va y revenir, Inch'Allah. Hamza, est-ce que tu as quelque chose à nous dire justement par rapport à ça? J'imagine que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais il y a tellement de freins, donc qu'est-ce que toi, ton avis là-dessus? Bon, pour ceux que ça intéresse, merci beaucoup, mais pour ceux que ça intéresse, on vient de citer le Global Entrepreneurship Monitor, le GEM. Pour information, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder. Il y a un laboratoire de l'université Hassan II qui fait cette étude depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et donc on a des datas sur les 3 ou 4 dernières années de la situation de l'entrepreneuriat au Maroc. Et ça vaut le coup d'aller regarder parce qu'on a un regard précis sur les leviers qu'on peut utiliser pour développer l'esprit d'entreprise, mais l'entrepreneuriat aussi, concrètement. Moi, j'aime beaucoup parler du levier culturel. Je pense que la limite principale, elle est d'abord culturelle. Parce qu'on a un marché, on a des opportunités. On a énormément de... Bon, tout à l'heure, on disait ça nous prend 1 an, ou 6 mois, ou 3 mois de créer une entreprise, ou 1 mois pour certains. Moi, j'ai déjà créé des entreprises en 48 heures, en 3 jours. Donc, je pense aussi qu'il y a des efforts qui sont faits et que c'est possible aujourd'hui de faire de belles choses au Maroc. Mais je reviens toujours à cet aspect culturel de peur de l'échec. On a très très peur de l'échec dans ce pays. Un autre aspect culturel de manque de responsabilité individuelle. Je pense qu'il y a un couple liberté-responsabilité qui est au cœur de l'échec entrepreneurial au Maroc. On ne se sent pas libre, on ne se sent pas responsable.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on va aller entreprendre? Versus les Américains, par exemple, le pays de la liberté par excellence, où justement l'entrepreneuriat est un mode de vie quasiment. Donc moi, si je devais travailler sur quelque chose, je travaillerais sur ça. Et dès le plus jeune âge, s'il n'y a pas de cité Junior Achievement, ça commence à 4 ans, ça commence à 5 ans. Voilà. Merci beaucoup Hamza, c'est vraiment un témoignage effectivement tous vos témoignages bien sûr, je pense qu'il parle à nous tous, mais ton témoignage effectivement peut-être pourrait expliquer finalement pourquoi le Maroc a fait tant de réformes de l'éducation, tant de programmes, mais qui n'ont toujours jamais marché parce que peut-être qu'il y a justement cette barrière culturelle qu'il faut d'abord régler avant de faire toute réforme. En tout cas, Monsieur Nabil Hilali, c'est intéressant également d'avoir votre avis, vous qui êtes vraiment dans l'innovation pédagogique. Quel regard et quels freins selon vous sont les plus importants à cette acquisition d'esprit entrepreneurial? Bonjour à tous, merci à Omar pour l'invitation. Voilà, tout d'abord, ok, Omar, tu sais, je t'en veux, parce qu'à cause de toi, j'ai mal dormi. Parce qu'en fait, Omar m'a envoyé une question, vous ne devinerez jamais quand, c'était samedi à 23h, voire 22h59, elle disait « How can we empower university students to have entrepreneurial mindset ?» C'est une question bien posée. Voilà, je me suis endormi, donc après, ça m'a permis donc d'y réfléchir. Alors, permettez-moi juste de répondre donc en 5 points, d'une façon très précise, parce que c'est une question donc centrale et sur laquelle de gros points, vous voyez, c'est moi. Ok, j'ai suffisamment d'argent, donc tu n'en as pas besoin. Et à ce moment-là, donc, elle a compris qu'elle allait arrêter de fréquenter donc cette personne et de démarrer donc une autre vie. Donc finalement, en partant voilà de cette anecdote, ok, donc on est au cœur donc du changement. Et tant qu'on ne perçoit pas comment est-ce qu'il est possible, ok, de faire de l'empowerment de la question donc du genre, le terreau, quand je le vois, par exemple, on le voit donc tous ceux qui ont été enseignants, ils voient que dans les classes. Donc le genre, la question du genre donc est présente. Quand je dis donc un genre, c'est-à-dire que on va les impacter. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à entreprendre donc que les hommes. Il faut le savoir. Okay, elles ont donc bien sûr donc beaucoup de choses. Okay, et voilà, c'est une idée, je dirais donc tellement pensée que la School of Management, on a lancé un programme. On a lancé un programme sur 5 pays donc africains qui s'appelle Breaking Stereotypes in order to empower women entrepreneurship. Et cette question doit être creusée. On peut y revenir, ok, donc plus tard. La deuxième idée, c'est le patriotisme. Et là, je parle d'un patriotisme inclusif. Et non pas d'un patriotisme donc raciste, donc qui soit fermé. Un patriotisme d'un citoyen autour du monde. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il faut être conscient donc du fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entrepreneurs? Nous avons besoin d'entrepreneurs parce que le besoin dans l'économie marocaine est d'à peu près donc 200 000 emplois donc pour les jeunes. Or, on crée à peu près donc 26 000 donc par an. Donc, sans ces projets entrepreneuriaux, eh bien, voilà, on laisse tout simplement donc la porte ouverte aux extrémismes, aux idéologies, donc etc. Donc, c'est une question donc très importante. Nous avons besoin de promouvoir donc cette idée-là. Et là, dans ce patriotisme, donc il faut lancer l'idée selon laquelle comment dire, pour citer Fitzgerald, la question c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire pour votre pays au lieu de demander au pays qu'est-ce qu'il peut faire donc pour vous. Et cette question donc doit être centrale. Pourquoi est-ce que j'en parle donc aussi nous avons écrit avec mes collègues donc un livre sur 300 pages sur l'entreprise familiale marocaine et on a découvert que les entreprises familiales marocaines à succès, ceux qui réussissent, ils ont une valeur au centre de leur projet. Cette valeur, c'est le patriotisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, qui réfléchissent différemment du gars qui, parce que un taxi blanc l'a accroché dans sa voiture, pense à sortir sa fortune, à entreprendre donc ailleurs. Et ces personnes-là, donc la valeur du patriotisme, elle est centrale dans ce développement. Nabil, je vais juste interrompre pour ce point-là parce que je l'ai entendu, je ne sais plus quelle personne l'a dit tout à l'heure, mais on disait l'entrepreneur, il faut qu'il pense tout de suite à faire de l'argent. Donc là, j'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure quand ça a été dit. Là, tu es en train justement de la recherche scientifique à l'appui, que non, justement, la poursuite de l'argent n'est pas le moteur principal de l'entrepreneur.
Et l'exemple marocain dit que c'est d'abord le nationalisme, le patriotisme. Pas nationalisme. Plusieurs, mais... Voilà, c'est-à-dire que nous avons écouté des entrepreneurs qui, à un moment de leur parcours, avaient des possibilités. Donc le livre, donc il est édité, qui s'appelle Entreprise familiale, des paradoxes aux opportunités. Donc ces entrepreneurs ont eu à un moment dans leur vie la possibilité, voilà, d'aller ailleurs, etc., de promouvoir tout simplement. Mais ils ont fait le choix donc de braver donc les difficultés. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte émergent, les difficultés sont beaucoup donc plus prenantes. Très bien. Nabil, excuse-moi, juste pour pouvoir continuer, parce que là j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer à parler sur les solutions. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, les trois derniers points? Rapidement, merci. Donc il me reste donc donc trois. C'est l'enseignement du management de l'innovation, c'est-à-dire que il faut pouvoir enseigner. Donc c'est bien d'entreprendre, mais on voit très bien que quand un entrepreneur a la possibilité de générer une innovation dans son modèle, que ce soit dans le business model ou bien dans les produits donc ou les services, les choses donc s'actionnent un petit peu beaucoup plus vite donc son mindset, on le voit donc avec des étudiants. Quand on parle d'enseignement du management d'innovation, donc ça a été dit donc par mon voisin, à titre d'exemple, donc je consacre un module sur le développement de l'acceptation de la culture de l'échec. Pourquoi? Parce que ça nous vient des États-Unis. Parce que si donc ça, il faut pas dire que il faut carrément l'inscrire dans un modèle, montrer comment est-ce qu'on part donc d'un échec donc vers un succès. Airbnb, s'il n'était pas américain, s'il était ailleurs, il n'aurait jamais donc abouti. Pourquoi? Parce que il a commencé donc par un grand échec. L'autre idée donc rapidement, casser les îlots. Il faut savoir que si on n'arrive pas à casser les îlots, si on n'arrive pas les îlots disciplinaires, les îlots donc culturels, eh bien on va donc s'arrêter au bout du chemin. Enfin, donc la dernière idée, c'est battre les clichés. À chaque fois qu'on a l'occasion de battre les clichés avec des success stories, il faut pas hésiter de le faire. Je cite Mehdi Alaoui quand quelqu'un me dit ce n'est pas possible. Je lui dis, écoute, il a acheté un billet d'avion, il est allé à la Silicon Valley, il a fait son truc, il est revenu, il fonctionne, la preuve, on est là. Merci. Merci beaucoup, Hilali, parce que Nabil, tu as vraiment, Nabil est passionné de ces questions-là, il a fait des recherches scientifiques et il partage avec nous ces informations. Vraiment, merci à toi. Du coup, là, on a compris qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui allait pas. Mais en même temps, on ne va pas attendre que le gouvernement fasse une énième réforme pour espérer que ça va changer. Heureusement, il y a énormément d'initiatives qui touchent, finalement, si on les réunit tous, pas mal d'étudiants au Maroc. Et on pourrait citer Injaz, on pourrait citer Enactus, la liste est vraiment longue. C'est très intéressant ce qui est offert aujourd'hui aux étudiants. Mais moi, j'aimerais qu'on se dise, est-ce qu'on peut justement aujourd'hui est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Mehdi, est-ce que s'il te plaît, tu peux fermer la porte? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aujourd'hui disrupter, faire en sorte d'essayer, en utilisant, pourquoi pas, on a parlé de nouvelles technologies, on a parlé de disruption de modèles, est-ce qu'on peut le faire à travers justement des acteurs associatifs, des entrepreneurs qui font du give back, etc., des startups qui lancent des solutions technologiques de e-learning, de MOOC. Finalement, est-ce qu'on peut prendre en main ensemble ce changement-là? Et donc, c'est cette question que je vous pose. Peut-être en profiter pour parler de la nouvelle initiative que vous lancez, M. Abed Andalousi, qui s'appelle Entrepreneurship Center, auquel, bien sûr, Skrindi est ravi de pouvoir contribuer, également moi-même en tant qu'enseignant, passionné d'innovation, Hamza Dbar à travers l'IFIAC, bien sûr, je vous laisse en parler parce que c'est vraiment un beau programme et voilà, vous avez le micro. Avant de parler de cette initiative, je voudrais répondre à une question que tu as posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir l'entrepreneuriat? Je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ouvrir d'abord l'école avec un grand E sur son environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le monde de l'entreprise qui ignore le monde de l'éducation et le monde de l'éducation qui ignore le monde de l'entreprise. Moi, j'ai visité plusieurs universités dans le monde. Je me rappelle, au Michigan, dès que vous entrez à l'université, vous trouvez tout un bâtiment de plusieurs étages sur le partenariat public-privé. Donc aujourd'hui,
malheureusement, même au sein de nos universités, il n'y a pas de recherche, l'entreprise, à part quelques dons, ne s'implique pas dans la formation. Donc on a besoin aujourd'hui de promouvoir auprès des entreprises ce qu'on appelle le mécénat de compétences, la transmission, le partage, pour inspirer les jeunes, les faire rêver et leur donner confiance dans leur avenir. Le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est sur le temps de travail, l'entreprise va dire à ses cadres, vous avez le droit, 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours par an, ou 1 semaine, pour aller faire un travail, notamment dans l'éducation. Et malheureusement, ici au Maroc, on n'a pas cette tradition. On leur dit, moi j'ai mobilisé 3000 bénévoles, mais on leur dit, très bien, faites du bénévolat, on vous encourage, mais faites-le en dehors de vos heures de travail. Et là, il y a une première au Maroc. Une première, je ne sais pas, certainement, c'est passé par tête inaperçue. Une première, le Maroc, il se distingue au niveau mondial. Je ne connais pas une entreprise semblable à cette entreprise marocaine au niveau mondial qui a pris ces initiatives. Une entreprise, d'habitude, en France, à l'étranger, si vous prenez la France, je crois qu'une des entreprises les plus performantes dans ce domaine, c'est la SNCF. Elle permet, c'est cité en exemple en France, elle permet aux collaborateurs de la SNCF, du groupe SNCF, de donner 10 jours par an en faveur de la communauté. Eh bien, une entreprise marocaine a trouvé le moyen de donner 1 mois. Cette entreprise n'est autre que l'OCP. On peut l'applaudir. Et donc, aujourd'hui, nous avons tous une responsabilité. Aller à l'école, aller partager son expérience, aller encadrer des jeunes. Vous ne pouvez pas imaginer d'abord l'impact sur les jeunes et en même temps la satisfaction que ça vous donne. La satisfaction de faire un acte citoyen et la satisfaction de voir l'impact de ce partage avec les jeunes. Alors, donc, ça c'est une préconisation, c'est de voir comment les entreprises peuvent intervenir dans les formations. Or, malheureusement, très peu interviennent aujourd'hui dans la formation. Je dirais même, encore aujourd'hui, lorsqu'on veut intervenir, on ne trouve pas toujours les portes ouvertes. Moi, je n'oublierai jamais, une fois, une directrice d'académie, je viens la voir, parce qu'on est dans toutes les régions du Maroc, et je lui dis, bon, voilà, on vient pour créer des junior entreprises dans les écoles. Les jeunes vont apprendre, vont créer une entreprise par classe. C'est un jeu. Ils vont se mettre d'accord sur un produit et service, ils vont faire une étude de marché, et ils vont faire un business plan, ils vont vendre des actions pour le financer, ils vont produire, ils vont vendre, etc. Elle m'a vu, il m'a dit, c'est bon, d'accord, vous faites, j'ai dit, voilà, nous, elle me dit, qu'est-ce que vous nous apportez? J'ai dit, mais je vous apporte des ressources exceptionnelles, des cadres d'entreprise, etc. Eh bien, elle m'a dit, oui, on peut vous rendre service. Pour elle, elle nous rend service. On peut vous rendre service, mais à ce moment-là, parce que nous, on demande toujours ce partenariat, on voudrait créer cette synergie entre le cadre de l'entreprise et l'enseignant. Et on demande, c'est toujours le cadre de l'entreprise qui dispense la formation, mais on demande toujours à ce que le professeur vienne l'assister. Comme ça, il apprend des nouvelles méthodes. Elle dit, notre cadre est bénévole, il vient 2 heures, et il y a une demi-heure pour aller à l'école qui se trouve à Al-Hayy Mohammadi, très très loin, au Mediouna, etc. Et l'enseignant est sur place, il n'a rien à faire, il n'a pas de cours à préparer. Il me dit, combien vous allez le payer? Donc vous voyez un peu cette mentalité, et donc on a besoin, d'un autre côté, même au niveau de la communication. J'ai été voir la télévision marocaine. Je leur dis, vous voulez simuler l'esprit d'entreprise dans notre pays? Eh bien, moi, je vous offre un produit exceptionnel. Nous avons des jeunes de 16 ans, 17 ans qui créent une entreprise. On crée une compétition. Il y a une compétition à la fin de chaque année au niveau de chaque région. Et la meilleure jeune entreprise
elle entre en compétition avec la meilleure jeune entreprise de l'autre région, etc. Et on va voir, chaque semaine, il y a, je leur ai même proposé un nom, Junior, Challenger Junior. Eh bien, on va voir comment les jeunes, le premier jour, se mettent d'accord, faire du brainstorming pour se mettre d'accord sur un produit, comment ils font l'étude de marché, etc., etc. C'est la meilleure façon de stimuler l'esprit d'entreprise des jeunes. C'est une émission qui est... C'est ça, vous avez eu l'idée de, excusez-moi de vous interrompre, vous avez eu l'idée de finalement d'utiliser un média de masse pour essayer de sensibiliser, mais vous n'avez pas eu malheureusement... Malheureusement, vous dites, oui, c'est une bonne idée, mais il faut financer. Donc, voilà. Alors, deux mots sur Entrepreneurship Center. Je crois que je me suis rendu compte qu'au Maroc, nous avons une force aujourd'hui, c'est celle des incubateurs. De plus en plus, chaque jour, on voit des incubateurs, on voit des fonds qui se créent, le dernier fonds, 700 millions de dirhams, etc. Et nous avons au niveau, la société civile qui se mobilise pour inspirer. Ce que fait INGES, ce que fait Enactus, ce n'est pas une formation à l'entrepreneuriat, c'est juste pour inspirer. Les jeunes, c'est le mindset. Mais il y a un problème qui existe entre les deux. C'est une véritable formation à l'entrepreneuriat. Eh bien, nous avons l'ambition de former des jeunes diplômés, parce que ce centre est destiné à des jeunes diplômés, de former 100 futurs jeunes entrepreneurs. Donc, on fait appel à candidature, on sélectionne une centaine qui sont motivés, et on a travaillé beaucoup avec des experts pour mettre en place un programme de 800 heures avec l'assistance technique de EM Lyon. Pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, EM Lyon, c'est le premier incubateur universitaire européen. 1600 startups projets ont été portés par EM Lyon avec un taux de survie de 85% après 5 ans. Donc, on a 800 heures de formation, mais sur les 800 heures, il n'y a que 200 heures de cours, et tout le reste, ce sont des missions confiées par les entreprises partenaires. Ils vont travailler sur des missions réelles, ils vont développer leurs projets personnels, et il y a beaucoup de mentoring, etc. Merci beaucoup, Abed, d'avoir créé cette structure. Moi, je vous invite vraiment, tous ceux qui sont intéressés par l'éducation à fort impact, à avoir le détail de ce programme-là, parce que c'est quelque chose qui a été très très bien pensé, avec toute votre expérience et l'ensemble des acteurs. Tu veux dire justement, selon toi... Oui, si tu veux. Alors, c'est bon? Cool. C'est un peu difficile de répondre parce que la question est très large. Et en fait, ça fait 5 ans que je travaille sur ce sujet au Maroc, et en 5 ans, j'ai eu le temps de voir des organisations publiques, non gouvernementales ou privées, qui s'impliquent sur ce sujet. Alors, à l'Entrepreneurship Center, c'est vrai qu'aujourd'hui, on apporte une solution spécifique sur la formation des entrepreneurs, sur les compétences entrepreneuriales. Et donc là, on parle de, quand je vais créer une entreprise, quels sont les outils dont je vais avoir besoin, les compétences dont je vais avoir besoin pour réussir. Avant ça, il y a clairement la question de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes. Et là, d'autres institutions s'en occupent, Enactus, INGES dans les lycées et bientôt dans le primaire aussi. Et là, on parle plutôt d'inspirer les jeunes à entreprendre. Donc, si vous voulez, on peut résumer la chose en parlant de chaîne de valeur de création d'entrepreneurs, comme on parle de chaîne de valeur pour une entreprise ou pour un secteur. Et donc cette chaîne de valeur commencerait au moment où on inspire, on donne envie, et on dit à quelqu'un que c'est possible. Et ça, on peut le faire de plein de manières différentes, à travers des médias de masse, mais aussi à travers le fait de répandre cette culture-là dans les écoles, dans les universités. Enactus et d'autres le font très bien. Temkin le fait très bien aussi. Voilà, je cite plein de gens pour qu'ils puissent aller aussi, si ça intéresse des gens qui puissent regarder. Inspirer, donner envie et montrer que c'est possible. Deuxième étape, c'est ce que j'appelle moi l'enabling. Et donc là, c'est dire, c'est possible, vous pouvez le faire. Excusez-moi.
c'est possible, vous pouvez le faire. Et donc là, c'est vraiment créer des espaces, créer des programmes, créer des environnements, comme la Factory, où on dit aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ben, vous pouvez créer votre entreprise. Et là, on a d'autres programmes, enfin plein d'institutions qui le font aujourd'hui déjà. Les écoles sont un excellent moyen d'enablement. Aujourd'hui à IFIAG, alors qu'on est une formation, on va dire, technique, on fait des bac plus 2 et des bac plus 3 sur des secteurs comme la logistique, comme la finance ou la comptabilité. Tous les étudiants qui passent par chez nous, au moins une fois dans leur cursus, ont créé une entreprise de A à Z. Et pour nous, ça ne veut pas dire qu'on forme des entrepreneurs, ça veut juste dire que si parmi eux, il y en a qui veulent sortir et entreprendre, ben, ils se sentent capables de le faire. Donc c'est de l'enablement. La troisième étape, qui à mon sens aujourd'hui aussi est déjà réalisée dans le marché, c'est l'empowerment. Je sais que c'est possible, ben, j'ai envie de me sentir capable de le faire, moi entrepreneur. Et donc là, c'est centrer notre approche sur la personne de l'entrepreneur et dire, bon, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment est-ce qu'on peut l'outiller, et pas seulement en outil concret, mais aussi en capacité, en confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne-là de l'entrepreneur ou ce groupe d'entrepreneurs à y arriver. Donc là, on a des programmes d'incubation, on a plein d'institutions qui le font aussi. Et enfin, je vais résumer toutes les étapes qui restent en une. Ben, c'est le moment où, effectivement, la création d'entreprise se fait et où, là aussi, on a des institutions comme le Réseau Entreprendre, comme des incubateurs comme la Factory, comme Numa, comme plein d'autres, qui sont là soit pour accompagner, soit pour financer, soit pour continuer à former. Et donc, réellement, aujourd'hui, l'ensemble de cette chaîne de valeur existe. Et ce que j'ai envie de dire, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire. On fait déjà plein de choses. Ce qui manque peut-être, c'est un esprit de synergie entre tous ces gens, et créer des ponts réels et concrets qui puissent vraiment... Voilà. Et ce qui manque, à mon avis, c'est la première étape. C'est voilà, culturellement dire c'est possible, on peut le faire, allons-y, c'est super, il y a des gens qui réussissent. Voilà. Merci. Merci beaucoup Hamza. Justement, je voulais donner la parole justement après Hamza à M. Drabi. Si Mohamed, j'aimerais que tu partages avec l'audience et avec nous tous l'expérience pédagogique que nous sommes en train de réaliser ensemble à la Factory avec Toulouse Business School. Moi, Mehdi, j'ai pas eu de difficulté à le convaincre parce que moi, je dis voilà, la Factory, c'est un espace pour entrepreneurs, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse intégrer la composante éducation. Et voilà, Mehdi, on peut pas, il refuse pas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut faire grandir l'écosystème entrepreneurial. Ben, il m'a dit, bien sûr, on va essayer de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que nous avons approché Toulouse Business School pour essayer de faire quelque chose de vraiment intéressant. Bien sûr, notre ambition, c'est de le faire avec toutes les structures scolaires, pédagogiques qui sont dans cette dynamique, dans cette volonté. Il se trouve que vous avez tout de suite, très rapidement, adhéré à ce projet-là. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez, parce que vous aussi, c'est une co-construction, c'est un programme qui est en train d'être implanté. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez partager avec nous, Drabi, l'expérience. Moi, j'ai toujours l'habitude de parler quand on réussit des choses, parce que dans ce pays, on parle beaucoup avant de faire. Et ça, moi, je ne suis pas dans cette culture. Je suis dans la culture de on réussit, allez, on zappe, laisse les autres lire, et puis on avance. Mais je pense que déjà, il y a ce qu'on appelle des signaux de réussite, et on peut les savourer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des étapes dans sa vie, et il savoure les étapes pour qu'il puisse se relancer dans une étape. Et on est dans cette approche. À Toulouse Business School, nous avons 3 canaux de création d'entreprise pour les étudiants. Le premier canal, la recherche scientifique, vous le savez, nous sommes triplement accrédités à l'international et nous ne pouvons pas avoir ces accréditations que lorsque nos professeurs font de la recherche. Ils publient, c'est des professeurs publiants. Et quand ils publient, ça veut dire que nos étudiants ont accès à la connaissance avant qu'elle soit publique, parce qu'ils sont devant la personne qui publie.
Et vous savez que pour publier, que ça devient public, ça prend du temps, que ça sort dans des journals, etc. Nos étudiants ont la chance d'avoir le professeur-chercheur devant eux qui partage avec eux en avant-première toute sa recherche. Donc, vous avez de la recherche, mon collègue l'a signalé tout à l'heure, recherche, innovation, et il faut faire quelque chose après, hein, parce que après la recherche, dépôt de brevet, vous savez, au Maroc, c'est l'un des pays dont le gap entre brevet déposé, marque déposée et création d'entreprise, il est énorme. Il y a plein de brevets qui sont non exploités. Voilà, c'est dommage. C'est de la recherche en laboratoire, mais qui n'a pas donné lieu à de la création d'entreprise. Le premier canal, c'est la recherche scientifique, innovation, and bring innovation and research to market. Comment la vendre? Et cela, c'est tout le travail qu'on fait avec un incubateur à Toulouse, Equito, qui est connu et qui participe avec nous dans la formation des étudiants. C'est d'ailleurs le même modèle qu'on est en train de monter ici. Donc ça a réussi à Toulouse. Nous, dans notre campus à Barcelone, on travaille avec d'autres incubateurs. Le campus de Londres aussi. On travaille pour un incubateur de la finance. Vous savez, Londres, c'est la finance. Et Paris aussi, on a 5 campus pour TBS. Mais chaque campus, il a l'obligation de s'intégrer dans son écosystème. Il ne peut pas travailler tout seul. Donc là, l'approche recherche scientifique et bring research to market. Comment la vendre? Comment la rendre possible sur le marché? Deuxième canal de création d'entreprise. Il y a beaucoup d'étudiants que nous avons et qui sont à la recherche d'une reconversion professionnelle. Des gens qui ont 35, 45 ans, d'accord, et qui reviennent, ils font du Executive MBA, par exemple. Notre Executive MBA, les lauréats de Executive MBA, 2/3 d'entre eux créent leur propre entreprise. C'est-à-dire, ils travaillent pendant quelques temps, ils accumulent une certaine expérience, après, ils prennent goût à la création d'entreprise, ils créent son propre entreprise. Troisième canal, c'est le canal classique où les lauréats, il y en a qui se lancent dans la reprise familiale, reprise d'entreprise, etc. Principalement sur la question de comment on travaille avec la factory. Nous avons, comme je disais, l'approche pédagogique pour nous, elle est essentielle. Le métier, le mindset de l'entrepreneuriat ne se teach pas, ne s'enseigne pas. You cannot teach it. Il faut le pratiquer, comme dit M. Endel aussi. Il faut le mettre sur la pratique. Don't teach people, train them. C'est différent. Et le jargon en anglo-saxon, il est plus profond. Dans le jargon anglo-saxon, il y a teaching and learning. Et learning, ça veut dire je le fais tout seul. I learn by myself. C'est pas quelqu'un qui va m'enseigner. Et ça, c'est important. C'est très profond. Hein. Et là, dans notre approche pédagogique, nous avons des méthodes pédagogiques qui poussent l'étudiant à aller chercher des projets concrets. Et d'ailleurs, nous avons vraiment une chance incroyable. D'ailleurs, avec Jamal Ben Hamouk, que je remercie Mehdi aussi. Parce que j'ai trouvé que ça, c'est une occasion, une opportunité d'or pour que nos étudiants mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Pour devenir entrepreneur, vous savez, il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, culturel, psychologique, mais comment le convaincre? Un étudiant classique qui fait ses études à l'université, en son école d'ingénieur, ou quelle que soit cette école, il aura résolu des problèmes pas concrets. Il aura résolu des questions de professeur, il a réussi, etc. La première fois où il aura à trouver une solution pour un problème concret, il va être démoralisé. C'est là le fear of failure. C'est là où nous avons au Maroc le taux le plus important de peur de l'échec, 39%. De la raison de ne pas commencer une entreprise au Maroc, c'est la peur de l'échec. Vous allez me dire que l'entrepreneur, il a aussi peur de l'échec. Il n'a pas peur. Il a peur aussi. Mais la différence qui est déterminante chez l'entrepreneur, c'est qu'il n'a pas peur d'échouer. Il a peur de ne pas réaliser son idée. Lui aussi, il a peur.
mais c'est dans l'autre sens. C'est dans un sens où il a peur que tout ce qu'il a rêvé de faire, il ne va pas le faire. Et d'où sa motivation principale pour la création d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, effectivement. Très intéressant. Nabil? Oui, merci, oui, chers collègues, voilà, je dirais, donc comme ça, voilà, comme on a l'habitude de le dire. Oui, donc je rebondirai sur ce qui a été dit. Donc, je pense que sur ce point, donc on est tous d'accord, ok, sur bien sûr donc l'intégration dans les processus donc pédagogiques, ok, donc d'outils qui permettent donc à l'étudiant donc d'entreprendre. Maintenant, je m'excuse, donc je vais revenir donc sur le sujet ou pas. Je pense qu'il faut inscrire cela dans la complexité donc inhérente à la culture donc marocaine. Okay, dans une remise de diplôme, j'ai écouté ce qu'une mère disait à sa fille. Okay, et là, j'ai intervenu, j'ai dit à la fille, l'étudiante fraîchement diplômée, je lui ai dit écoute, comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons encore donc une culture, donc parce que l'éducation ne peut pas faire donc tout seul. Parce que attention, nous avons donc des jeunes adultes, voilà, qui au retour donc du soir sont avec leurs parents, qui vont les lancer sur des processus entre parenthèses de sécurité, qui vont valoriser justement non pas donc la culture donc du risque qui est inhérente au projet d'entrepreneuriat, qui vont leur dire termine ton diplôme, ok très bien tu as un projet, d'accord, je préfère que tu rentres, que tu travailles d'un mec donc réel qui peut te pistonner pour que tu aies donc. Et c'est ça le cœur et le nœud donc du problème. Donc, ce qui fait que l'éducation toute seule ne peut pas fonctionner. Tant qu'on n'inscrit pas le problème à l'intérieur d'une complexité qui intègre toutes les parties prenantes, essentiellement donc les familles. Je parlais tout à l'heure de la question du genre, donc les mamans, ok, donc qui tout simplement parfois, quand ils sont dans des institutions donc privées, c'est eux qui sortent donc le chèque, et du coup donc ça leur donne justement cette légitimité, je dirais, pour donc orienter donc l'avenir. Et parfois c'est vraiment donc le cœur donc du problème. Et on le ressent, parfois, quand l'étudiant donc à 25 ans, 26 ans, il veut sauter donc le pas, mais quand vous creusez donc derrière, ok, vous trouvez que tout simplement il est scotché donc à la terre par donc justement donc un environnement donc familial qui va lui dire ne prends pas de risques, cherche la sécurité, cherche le fonctionnariat, donc etc. Et bien sûr, et c'est encore plus prégnant chez la jeune donc féminine, où là donc c'est la pression du mariage, c'est la pression du candidatant, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup Nabil. On va conclure. Je pense que j'ai pris un petit peu sur la partie de Mehdi. C'est un sujet effectivement extrêmement long, vaste, complexe, mais je pense qu'on a eu quand même, tu me permets Mehdi, parce qu'on a eu quand même un panel très 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 intéressant d'experts, de passionnés d'éducation, donc je me suis permis de dépasser un petit peu. Alors peut-être pour conclure, Hassan, toi qui travailles chargé de mission à l'université Mohamed VI, chargé de mission à l'innovation, quelle solution, je sais qu'il y a plusieurs pistes de solutions, mais toi, par exemple, en ce moment, sur quelle solution tu travailles dessus en ce moment pour apporter ta contribution à faire en sorte que l'esprit entrepreneurial, le mindset des jeunes étudiants marocains soit mis de l'avant? Alors, très clairement, il y a énormément de choses qui ont été dites et ça va être très difficile de conclure. En tout cas, pour répéter un peu les éléments qui ont été dits et pour rejoindre un petit peu le propos de M. Hilali, c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être apporté pour développer ce mindset entrepreneurial dès le plus jeune âge, c'est une solution prospective de recherche scientifique autour de l'entrepreneuriat. Alors, vous allez me dire, on n'a pas le temps d'attendre la recherche scientifique, mais pour moi, elle est fondamentale, pour la simple et bonne raison que l'entrepreneuriat est intimement lié à la culture, au contexte, à tous ces éléments finalement dont on a parlé et qui sont structurants pour la culture et le pays, le Maroc en l'occurrence. Alors, la recherche scientifique pourrait apporter finalement comme produit final, parce qu'on va s'intéresser au produit final, un contenu pédagogique de formation à l'entrepreneuriat plus adapté au contexte. Ça peut être une solution pour le futur de l'entrepreneuriat au Maroc. Ensuite, on a parlé de sensibilisation.
J'ai 2 enfants et je sais que c'est dès le plus jeune âge qu'on sensibilise aux valeurs de l'entrepreneur, entre guillemets, aux qualités intrinsèques ou pas, en fait, de l'entrepreneur. Qu'elle soit la créativité, le développement, le dépassement de soi, l'acceptation de l'échec. Ce sont des éléments qu'on peut enseigner et formaliser, entre guillemets, dès l'enseignement primaire. L'enseignement secondaire, c'est aussi l'occasion, dans l'enseignement secondaire, d'apprendre à l'élève à se conditionner à l'activité indépendante. L'activité indépendante, c'est dire, je n'envisage pas forcément d'être employé d'une société, mais peut-être de devenir chef d'entreprise, celui qui va créer de l'entrepreneuriat, celui qui va créer des futurs entrepreneurs. Voilà, les centres, Entrepreneurship Center, c'est une des solutions les plus finalement appropriées pour le contexte actuel, parce que si j'ai bien compris, elles vont pouvoir prodiguer à la fois de la formation à l'entrepreneuriat et l'accès à un réseau riche d'entrepreneurs, et c'est un élément important. Enfin, pour rejoindre peut-être ce qui a été dit, on a parlé de formation. J'ai parlé de formation au départ et je réitère là-dessus. Il faut vraiment qu'on ait au Maroc des formateurs dignes de ce nom. Alors ça peut aller dans 2 sens. Soit des formateurs qui peuvent être issus de ce type de formation à l'entrepreneuriat, donc des formateurs qui ont eu cette formation dans l'entrepreneuriat, mais aussi des coachs entrepreneurs. Des entrepreneurs à succès qui sont capables de parler de l'échec très ouvertement, de leurs échecs. Et puis d'être en mesure de prodiguer des contenus pédagogiques en phase avec les impératifs pédagogiques qu'on peut avoir dans une école d'ingénieur ou école de commerce ou université. Très bien, merci beaucoup Hassan pour ton témoignage. Ça va être très très dur de résumer tout ce qui a été dit, mais je pense qu'on peut dire finalement que la meilleure façon d'essayer de préparer les jeunes Marocains à la culture entrepreneuriale, c'est de travailler, de fédérer, de travailler avec des gens passionnés. M. Abed Andalousi, il a commencé ce combat depuis toujours et il continue à le faire. Et moi, quand je vous ai rencontré, j'ai vu que vous aviez ce beau programme. J'ai tout de suite adhéré. J'en ai parlé avec Mehdi. On s'est dit, il faut que Screen Deep fasse quelque chose. Derrière, on en a parlé à Toulouse Business School et IM Lyon, etc. Je suis sûr que d'autres nous rejoindront. L'IFIAG également. Je pense que cette capacité à générer des personnes qui sont passionnées par la même mission peut produire quelque chose et il y a sûrement de belles choses qui arrivent par la suite. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, c'était très enrichissant et merci encore pour ça. Normalement, c'est Mehdi qui parle.